parle d'un pays, on regarde bien évidemment les besoins les plus élémentaires, tels que de l'eau. Bien sûr que nous ne pouvons pas tout simplement aujourd'hui dire que c'est à l'extrême, non, que ça manque. La SNEC existait, Paul Biya a préféré la vendre. Et puis, il y avait l'électricité, mais n'est plus. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'avez pas d'énergie. Parce que toutes les entreprises fonctionnent avec l'électricité. Lorsqu'il y a des coupures d'électricité, même à la maison, une femme qui a fait son marché a mis sa nourriture dans le frigo. Cette nourriture est gâtée. Donc c'est un manque à gagner énorme. Dans les hôpitaux, vous êtes sur une table d'opération. Bim, coupure d'électricité. Vous mourrez. Le bébé est dans les éprouvettes. Même chose. Pourtant, combien d'argent le gouvernement n'a fait que sortir, prendre des prêts, soi-disant qu'ils font des barrages hydroélectriques. Comme tous les décembre et janvier, c'est la même chanson. Les coupures d'électricité, oh yo yo étiage, oh le niveau doit baisser. Après ceci, la Sénaga a fait que c'est monté, puis c'est descendu, puis les crabes ont avalé de l'eau. Quand les crabes ont avalé de l'eau, le peu qui restait, les silures ont aussi avalé. Maintenant, comme on voulait aller récupérer le petit qui restait, les vers de terre sont sortis et on commençait aussi à creuser de telle sorte que l'eau est entrée dans les trous des vers de terre. C'est quoi cette histoire? Voilà donc, on ne connaissait que ASONEL. Paul il est parti créer des choses. Et maintenant, on entend que c'est Globelec qui vient de sortir un communiqué. Globelec nous informe que Camerounais du monde entier, ceux de Yaoundé, Douala et consorts, les machins qu'on vous disait là, ce n'est rien. Les moustiques vont vous travailler, la chaleur va vous bouffer. Nous, on a déjà coupé les deux centrales. C'est toujours la même chose. Globelec informe donc le public camerounais qui est déjà mal à partir avec les coupures d'électricité, qu'ils viennent de stopper le ravitaillement de la centrale à gaz de crédit. Or, la centrale à gaz de crédit, c'est à peu près, je peux dire combien de watts là que ça donne, je crois que c'est 137. 137. Alors, et il y a l'autre centrale thermique de la Dibamba. Ils disent aussi que ils ont stoppé la centrale de la Dibamba. Dans la centrale de crédit, c'est plutôt 216 watts. Plus celle de la Dibamba, voilà, qui est à 88 watts. Donc ça fait à peu près vers les 314 watts, je crois. Bon. On dit, et ils ont stoppé ça. Explication. Et disent que Eneo, l'État du Cameroun, leur doit 137 millions et 137 milliards. Je vous avais déjà dit que chaque année, le type qu'on appelle Gaston Elungu, le ministre de quoi, des mines de l'eau, de l'énergie, mais c'est un bandit avec ce qu'il fait avec le Paul Motassé. Mais en 2022, Gaston Elungu nous disait qu'il n'y aura plus de coupure d'eau. On va pallier à ceci et cela. En 2023, il a parlé devant le GICAM.
oui, parce que l'étiage a fait ceci, on est en train de venir, on va ravitailler. Maintenant, le Cameroun, c'est une super bonne nouvelle qu'on vous annonce avec le barrage Nachtigal. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez combien de milliards le Cameroun a déjà dépensé pour les barrages? Les mêmes valeurs. Aucun barrage ne marche. On vous dit que le barrage était prévu peut-être pour 300 mégawatts. Après, on vous dit que c'est 11 mégawatts. Comment ça se passe? Mais le plus gros scandale, c'est le barrage Nachtigal. Si vous voyez Gaston Eloundou et lui Paul Motazi, même si vous n'êtes pas un homme en tenue, arrêtez-les. Vous partez même les enfermer, même dans votre chambre. Et après, vous appelez n'importe qui que venez les récupérer. On part avec un Kongendi. Direct, on ne les juge même pas. Parce que c'est un scandale. Un scandale d'État. Le barrage Nachtigal, on a commencé à le construire quand? En 2018. Et on nous a dit que le barrage Nachtigal devait produire 420 mégawatts. C'est-à-dire que ça couvrait pratiquement les 30% des besoins du Cameroun. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que Gaston Eloundou nous a dit que c'est en octobre qu'on inaugure le barrage Nachtigal. Après, on a dit que c'est maintenant en 2021, puisque c'était prévu pour 57 mois la construction. Les bailleurs de fonds ont sponsorisé. C'est-à-dire que la SFID, la société financière, machin, voilà, qui est une branche de la Banque mondiale, il y a la BERD, il y a même Électricité de France, EDF, sans oublier même les banques camerounaises comme la Société Générale, BISEC, machin et tout et tout. Au départ, ils nous ont dit que le barrage Nachtigal devait coûter 690 milliards. L'année dernière, ils ont changé. Comme Gano Djoumaïsi. Ils disent maintenant que ça coûte 786 milliards. Et chaque jour, on ne fait que renvoyer l'ouverture. Et en même temps, on nous dit que le Cameroun, l'État doit à Globelec. C'est-à-dire que Globelec, c'est une entreprise britannique qui a trouvé que le Cameroun produit son énergie. Et maintenant, Globelec nous demande. Et Néo dit que l'État lui doit 100 milliards. C'est pour ça qu'il ne peut pas payer Globelec. Or, quand on voit, Néo demande 100 milliards à l'État. Mais vous savez ce que Néo doit à l'État du Cameroun? Néo doit à Sonatrel, qui est une entité de l'État, 180 milliards. Donc, vous me devez 180 milliards. Mais vous m'exigez de vous payer 100 milliards. Et ce n'est pas tout. Néo doit à la Sonara 40 milliards. La Sonara, c'est une entité de l'État. Et ce n'est pas tout. Néo doit à EDC 50 milliards. Et c'est le même Néo qui continue
a exigé ceci et cela. Oh là là, nous avons perdu nos gens de Facebook, nous avons été attaqués. Ils vont certainement revenir, le temps pour nous de nous reconnecter. Comment donc Eneyo peut se permettre, dans de telles circonstances, de demander à l'État du Cameroun, au gouvernement peut se permettre de demander à l'État du Cameroun de payer, et Eneyo demande de payer également. C'est du banditisme. Et qui fait ce banditisme? C'est bien les Gaston Ilundu, les Paul Motazé, les membres du gouvernement qui sont dans cette affaire-là. Mais concernant ce qu'on appelle le barrage de Nachtigal, il faudrait bien une commission. Parce que ce barrage-là ne va jamais fonctionner, c'est moi qui vous le dis. Il ne va pas fonctionner. Et je vais vous le prouver tout de suite avec une enquête qui a été faite, ou plutôt par des agents de renseignement, qui pourtant ont écrit à Biya, mais comme Biya n'aime rien lire, Biya n'aime pas prendre des dispositions, on peut faire mentir aux Camerounais, oh, ce sera dans tel ou tel ou tel. Les gars ont saboté. Ils ont saboté le barrage. Donc, Nachtigal que vous voyez là, est saboté. Je vais prendre quelques éléments que je vais vous lire, qui viennent de chez Gaston Ilundu. Voilà, coupure d'électricité, boum, 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 boum. Voilà Gaston Ilundu. Voilà. Voilà, quand vous le voyez, il est comme ça là. Il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ce gars vole comme une souris comme ça. Alors, je vais vous lire une note d'information qui montre que ces gars sont en train de saboter juste le barrage Nachtigal parce qu'ils savent que plus ils sabotent, mieux ils pourront faire leur mafia. Ils pourront bien évidemment continuer à dire que payer à tel, et quand l'État paye, allez hop, ils mettent ça dans la poche. Voilà. J'ouvre d'abord la première page. Le barrage de Nachtigal est donc un projet d'ampleur. Bon, ok. Un projet d'ampleur qui devrait permettre au Cameroun de résoudre à la demande croissante d'électricité, donc en apportant au moins 30% de ses besoins, les besoins du pays. Et ils ont évalué à que le maximum, selon les nouvelles évaluations, puisque chaque jour, ils augmentent. C'est à peu près 800 milliards. C'est ça qu'ils écrivent, hein. Ce n'est pas moi, c'est eux-mêmes qui écrivent. Enfin, c'est les services de renseignement qui disent que c'est le prix qu'ils ont donné. Veuillez m'excuser. Parce que les gars de Facebook reviennent petit à petit. Et comme ils m'écrivent là, allez hop. Voilà. Veuillez m'excuser. Parce que quand nous perdons quelques brebis qui se plaignent surtout, nous devons de les rattraper. Et comme ça, ils nous rejoignent rapidement pour que nous reprenions les hostilités. Donc, veuillez nous excuser, vous qui avez eu à ne pas être là. Mais je lis. Oui, vous surveillez là. Ce projet est le plus grand partenariat public-privé
sur le continent africain. Et la note d'information dit que la capacité requise, c'est 420 MW et que ça a bel et bien été opérationnel. Avant, ils ont dit que c'est opérationnel depuis 2024. Sauf que depuis 2024, ils disent qu'il y a eu la mise en service seulement commerciale en septembre 2024. Et que ce n'est pas eux qui le disent, c'est le ministre Gaston Elundou. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi. Un mois après la première mise en eau partielle du barrage, un contrôle de conformité avait été effectué par des investissements et préconisations légales. Et c'est donc achevé sur des très graves constats de manquement et de faiblesse qui ne permettent plus aujourd'hui d'espérer une quelconque livraison d'énergie électrique produite par ce barrage. Au moment où ils font cette note d'information, nous sommes déjà en fin 2024 et ils disent que la date de septembre n'est pas possible. Que c'est le mensonge? C'est des imaginations. Nous continuons. Même comme les gars sur Facebook sont vraiment dans la dèche, dans la galère. Veuillez nous excuser. Facebook, on va essayer de faire autrement. Hein. Veuillez nous excuser. Hein. Il faut s'occuper de tout le monde. Voilà. 1 minute de silence. Et on est revenu. Voilà, on est revenu. Tu peux lancer? Ok, on lance. Ok, c'est bon. Facebook revenu. C'est bon. Ils ont donc dit que il y a de très graves manquements. Et voici la liste non exhaustive des manquements que Gaston Elundou cache au chef de l'État et aux populations camerounaises. Ils disent qu'ils ont constaté sur les superstructures des 3 grandes œuvres, des 3 grands ouvrages, des fissures verticales. Des fissures verticales qui sont donc visibles entre les jointures des plots. Ils disent que il y a des infiltrations d'eau qui sont observées sur les dites fissures. Ils disent que les fissures horizontales sont également constatées sur la jointure de corps. Ils disent que l'ouvrage n'est même pas encore opérationnel, qu'il y a déjà des dégradations précoces et accélérées des bétons. Donc on soupçonne qu'ils n'ont même pas bien dosé le ciment. Et il y a aussi des fissures verticales sur les parois de prise d'eau d'usine. Et ils disent qu'il y a aussi des fuites d'eau observées au pied de la paroi de prise d'eau d'usine. Continue, hein. Donc, bref, il y a trop de choses qui sont mentionnées là. Donc, pour eux, ils disent qu'on doit demander à Gaston Elundou et lui Paul Moutazé, qui ont piloté ce projet, la qualité des matériaux et des dosages effectués par les ingénieurs. Parce que l'avalanche des pathologies démontre qu'il y a des malfaçons dangereuses, des dégradations qui sont accélérées, des fuites d'eau, des infiltrations, des fissures partout. Et la superstructure d'ouvrage elle-même est catastrophique. Et ils disent que
le fonctionnement, ce barrage nécessite déjà ce qu'ils appellent le revamping et qui va coûter donc à l'État du Cameroun beaucoup de retard sur ce qu'il envisageait comme programme énergétique et aussi beaucoup d'autres frais, donc ce ne sera même plus l'affaire de 800 milliards parce qu'il faut des mises, il faut oui, des réparations et des mises en conformité. Il souligne en gros caractère, ici tout est en gros caractère, que au lieu du barrage dont le ministre Garçon Elundu vous parlait, c'est une passoire qui a été servie. Ce qui est inconcevable, ce qui est dangereux, ce qui est une incompétence dans le domaine, mais surtout ce qu'on appelle du grand sabotage. La note d'information dit, qui est donc l'auteur? Pourquoi ce crime? Ça doit profiter à qui? Parce que c'est fait à dessein. Ils trouvent donc des impacts négatifs qui sont liés à ce sabotage. On dit que il y aura un retard sur le programme énergétique du Cameroun, c'est-à-dire dit l'additif des travaux pour correction et mise en conformité, donc les factures supplémentaires qui n'étaient pas prévues, la grosse niche de détournement pour des multinationales et leurs complices locaux. Et il y aura la poursuite des délestages électriques sur l'ensemble du territoire. En décembre, en janvier, en février, en mars. Voilà ça, qu'on voit déjà. Et il y aura l'insuffisance d'énergie pour toutes les industries du Cameroun et un retard du plan d'industrialisation du pays. Les centrales électriques qu'on devait arrêter avec la mise en service commercial du barrage de Nachtigal vont continuer de fonctionner et l'État va continuer à dépenser. Par conséquent, puisque l'État va continuer à payer pour les dépenses de maintenance et surtout des carburants et lubrifiants, l'État ne pourra donc plus s'en sortir. Parce que ce sont des niches de détournement qui ont été faites par les multinationales et les complices locaux du gouvernement. Et puis on dit, Électricité de France, EDF, partenaire stratégique du projet, a vanté la qualité de cette infrastructure qui présentait comme le fleuron des barrages construits ces dernières années dans le continent. Parce qu'ils disaient qu'ils allaient mettre toute la rigueur pour le respect des normes, la construction, la conformité, et tout, et tout, et tout. Mais, selon les expertises indépendantes, pour que Nachtigal soit un ouvrage de qualité et sûr, construit dans le respect de l'environnement, tout est presque à refaire. Alors, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça parce que ça montre jusqu'où ce régime est dangereux. Ce régime ne veut pas le progrès. Ce régime participe tout simplement au détournement. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque vous voyez les institutions de Bretton Woods, lorsque vous voyez la communauté internationale, vous vous retrouvez maintenant avec le Cameroun qui est l'un des pays, sinon le pays avec le gouvernement le plus incompétent, selon une ONG américaine. Et beaucoup d'autres structures parlent justement de l'incapacité de l'État du Cameroun à pouvoir trouver des gestionnaires qui ont une rectitude morale, des ministres qui sont patriotes, ou encore de pouvoir au moins avec tout simplement un peu de moyens
donner l'électricité au Cameroun. L'électricité au Cameroun, ce n'est pas pour demain. Et pourtant, quand il passe sur les plateaux télé, ils vous disent que Paul Biya a fait tout pour donner ceci, pour créer cela, et tout, et tout, et tout. Mais la réalité est là. Un pays dans l'obscurité n'est rien. Depuis son accession au pouvoir, écoutez ce bandit. Le président Paul Biya n'a ménagé aucun effort pour assurer le bien-être de ses compatriotes. Ah. Dans un certain nombre de secteurs qu'il a estimé essentiels, la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les infrastructures. Il a tout fait. Et jusqu'à présent, sa détermination à nous servir est restée constante et s'est même renforcée au cours des dernières années. Vous entendez? Lorsque je l'ai dit, je voudrais encore rappeler ici qu'en 10 ans, le Cameroun a doublé sa production énergétique. Ça se voit par une meilleure... C'est un début d'année plutôt noir et dans le vrai sens du terme que connaissent les Camerounais des grandes villes du pays. Il ne passe pas une heure, voire moins, sans que l'on enregistre une coupure électrique. Les Camerounais sont aux abois et vivent un véritable calvaire, surtout à une période de l'année où la température ambiante avoisine les 40 degrés Celsius, chaleur excessive de jour comme de nuit, baisse drastique des activités économiques dont le courant électrique est la matière première, perte de matériel électronique dû au va-et-vient excessif orchestré par Eneo sont quelques désagréments qu'enregistrent les Camerounais ces derniers temps. Eneo reste silencieux et ne donne aucune explication. L'on se demande surtout comment en 2025 on peut continuer de vivre un tel calvaire, surtout dans un Cameroun dont on se vante d'avoir le meilleur potentiel énergétique de l'Afrique centrale, dans un Cameroun dans lequel on a construit à coups de milliards de francs CFA des barrages hydroélectriques et des centrales électriques qui pourtant ne nous servent pas à grand chose jusqu'ici. En sapeur-pompier et faisant son mea culpa, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essouma, par voie de communiqué le 14 janvier dernier, pointe un doigt accusateur sur le réseau interconnecté Sud qui, selon lui, connaît une forte perturbation dans la fourniture en énergie électrique, toute chose due à une baisse de la production de l'ordre de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Songlou et de Déa. Bien que le ministre, dans son communiqué, annonce une batterie de mesures pour rétablir la bonne fourniture en énergie électrique dans nos villes, on demeure sceptique, ce d'autant plus que les Camerounais voient toujours le noir. L'on a surtout l'impression qu'au Cameroun, on veut toujours laisser les Camerounais souffrir et laisser le mal arriver avant de trouver une éventuelle solution. Quelqu'un dira tout simplement qu'au Cameroun, on fait de la navigation à vue, hélas. C'est le pauvre Camerounais qui en paye le prix, et le prix fort. Les frasques d'Eneo et bien d'autres maux dont souffrent les Camerounais connaîtront peut-être une fin heureuse avec la venue d'un nouveau régime à l'issue de la présidentielle d'octobre 2025. À mesure que nous avançons de cette échéance, considérée comme la plus importante pour l'histoire du Cameroun, des questions jaillissent et demeurent. Mais la plus importante de ces questions est centrée sur la nouvelle République ce jour. Pour plusieurs cabinets d'analyse et bien de politologues, la venue d'une nouvelle République au Cameroun repose sur plusieurs facteurs, au rang desquels une réelle coalition de l'opposition qui offrirait alors un véritable challenge au RDPC, parti au pouvoir, bien implémenté sur toute l'étendue du territoire. D'autre part, une véritable prise de conscience de la jeunesse qui représente plus de 80% de la masse votante est aussi pointée du doigt. D'autres encore pensent que la nouvelle République pourrait être l'objet de passements de pouvoir par gré à gré entre les pontes du régime dans un contexte socio-sécuritaire du Cameroun actuel. Une dernière classe d'analystes et d'observateurs n'écarte pas l'hypothèse d'un coup d'État militaire au cas où l'élection présidentielle à venir ne se déroulait pas dans les bonnes conditions. Une chose est certaine, au lendemain de la présidentielle de octobre, le Cameroun aura un nouveau dirigeant. J'entends parler de Globelec. Globelec n'est jamais venu au Cameroun construire une usine. Alors, je me dis, entre guillemets, que c'est lors de la session de passage de ASONEL à Eneo que Globelec est né. Il vient nous. Qui sont ceux qui sont derrière? Ça m'a fait penser à CDE, de Kawata. Donc vous comprenez, et aujourd'hui on vous dit que Globelec refuse
d'alimenter Néo parce qu'il n'a pas été payé. Globelex, c'est qui au départ? Donc, c'est des choses qu'il faut démêler pour bien comprendre ce qui se passe dans ce pays. Vous soupçonnez que ce soit une société écran? Je pense que c'est une société écran. Je peux me tromper, mais je pense que... Tu as dit la vérité. C'est ça, à l'origine. C'était des filiales AES, qui ne sont pas devenues des filiales Eneo. Par contre, ils sont passés filiales Globelex. Donc, si je comprends bien, les privés camerounais, sachant que l'État veut reprendre la main, se sont mis derrière, se seraient mis derrière pour être ceux-là qui vont engranger de ce côté. Et maintenant, comme l'État ne paye pas forcément, d'après les chiffres qu'on leur donne, évidemment, Globelex coupe l'énergie, et Néo ne peut plus avoir tout, parce que quand Globelex se retire, et Néo tout seul est à moins de 1000 MW. Comment ça peut pour en sortir? Ben, il faut restructurer, reformer tout ce secteur. La mafia s'est installée énormément dans ce secteur. Et aujourd'hui, les gens qui sont en charge sont compromis. Il faut dire la vérité aux Camerounais, sont compromis. La formation à la SNH, elle est superficielle. D'accord. Elle ne va pas en profondeur. La profondeur, c'est dans le multinational. Parce que je peux vous dire, c'est pas une façon d'être dénigré, mais c'est la vérité. Ils peuvent parfois être là, dans les réunions, on parle, ils ne comprennent pas. Pourtant, on parle du pétrole. Parfois, quand on fait les codes. Non, ce n'est pas des codes, c'est qu'ils sont restés superficiels. Ils font plus l'administration, le juridique et les contrats. Mais la technique pure, ils sont un peu légers. On ne va pas seulement même parler de... On fait des forages pétroliers. On ne va même pas seulement... Ce qu'il dit est intéressant, mais comme j'ai d'autres éléments... Comme j'ai d'autres éléments et que le temps avance, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il y avait la CDE qui est venue dans les affaires d'eau, là, c'était les Atambakuna avec tous étaient là, Laurent Esso et tout et tout. C'est une mafia. Et c'est la même chose qui se passe dans tous les secteurs. C'est-à-dire, Éric Tchingé est un journaliste qui interrogeait pour Biya. Il était à la Banque mondiale. Mais, lorsqu'il vous dit ce qu'on dit du Cameroun à la Banque mondiale et au FMI, mais c'est ahurissant. Et quand il voit que le Cameroun, au lieu d'avancer comme la Côte d'Ivoire peut le faire, comme le Sénégal peut le faire, mais vous voyez que Keïta Kouté, c'est elle qui dit qu'elle fait ne serait-ce que des routes. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de route. Et pourtant, vous ne faites que prendre des crédits. Vous recevez des aides. Comment on peut faire le développement si on n'a pas de route? C'est la même chose qui parle. C'est parce que vous allez voir pourquoi est-ce que maintenant on dit que le Cameroun c'est le pire pays au niveau de la gestion, au niveau de ce qu'on peut appeler les compétences. Le Cameroun aujourd'hui, c'est la risée du monde. C'est... Non, c'est quand même... Non. Attendez. Je vais essayer de trouver Éric Tchingé quelque part pour qu'il nous parle, avant qu'on passe aussi, à ce que les autres disent. C'est un pays qui était respecté. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous imaginez, le Gabon est mieux géré que nous. Hein? Le Tchad est mieux géré que nous. Et la République centrafricaine même. Ça, c'est... Non. Ce pays-là, c'est... Sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée du continent aujourd'hui
Quand j'ai commencé il y a 30 ans, on parlait de Rwanda, complètement détruit par la guerre. On parlait de N'Djamena, où il n'y avait pas de route. On parlait de Cotonou. Il n'y avait rien. N'en parlons pas de Kigali et ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, ce soit Yaoundé. J'arrive ici, je ne peux pas circuler sur 2 mètres sans tomber dans un trou. C'est inacceptable. Un Camerounais fier de l'être ne doit plus accepter cela. Refuser d'accepter la médiocrité. Et je le dis sans hésitation. Ça fait 30 ans, comme on met la pression sur moi pour changer de nationalité, je ne veux pas. Parce que je suis fier d'un pays que Dieu nous a donné, qui est riche, plus riche à mon avis, que tout autre pays africain. Riche en termes de cerveau, riche en termes de ressources naturelles, riche en ressources énergétiques. Le Cameroun doit décoller, mais pas avec la politique et les politiciens d'aujourd'hui qui gèrent ce pays. C'est impossible. C'est impossible. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas que ce pays appartient à ce groupe qui est parmi les moins développés du continent. C'est inadmissible. Le président Biya que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va me répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais comment vous avez fait? Vous êtes d'Afrique. On nous posait tous ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est partie cela? Où est la santé? Où sont les routes? Quelle est cette économie qui ne crée pas d'emploi? Il y a beaucoup de jeunes universitaires que je rencontre tous les jours. Pas d'emploi. Ils sont derrière sur les mototaxis. Mais c'est inimaginable. Les médecins, tous, n'ont pas de quoi se nourrir dans un pays qui s'appelle le Cameroun avec tout ce que nous avons. En tout cas, je vais m'arrêter là. Nous allons chercher autre chose pour finir ce sujet par rapport à quelqu'un d'autre et par rapport à ce que on dit maintenant et ce qu'est devenu le Cameroun. Classement du Cameroun, c'est où? Voilà. J'ai encore beaucoup d'éléments, hein? J'ai encore beaucoup de choses. Hein? Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais on est encore là. Bon. Je vais mettre celui-ci.
De continuer à penser que tous les Camerounais sont bêtes, naïfs. Non. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est le chef de l'État. Le gouvernement n'agit pas seul. Donc Paul Biya choisit les gens pour faire exactement ce qu'ils font. Le régime n'est pas fait pour le bien-être des Camerounais. Il faut qu'on enlève ça à la tête. C'est pour ça qu'ils ont les théories fausses du genre de subvention au carburant. L'objectif, ce n'est pas que le Cameroun soit un pays où le peuple vit bien, non. Le Cameroun doit finir comme Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie. Quitte à ce qu'un jour le peuple camerounais disparaisse. Voilà le schéma. Les gens ils gesticulent pour rien. Certains brillants comme Tegem, souvent, ils parlent d'une chose, mais en réalité, comme leur parti ne fonctionne pas comme un parti pour leur expliquer la vraie chose, ils pensent que ça va arriver. Le travail d'un ministre se voit sur la vie de la population, point. Et au Cameroun, il n'y a aucun secteur où la population camerounaise peut être satisfaite en 42 ans de régime Paul Biya ou en 60 combien d'années UMC FPPC. L'éducation a foutu le camp. La santé a foutu le camp, les routes c'est délabrent, le transport a disparu. Les quelques établissements scolaires dignes de former des bons ingénieurs au Cameroun ont été privatisés. Le peu d'activités agricoles qu'on a voulu entreprendre pour l'autosuffisance alimentaire du Cameroun a été vendu, la Mideville et autres, sous Paul Biya et ses acolytes. Aujourd'hui, on a payé un peuple affamé qui quémande du riz, alors qu'il mangeait et vendait la nourriture aux autres. Vous voulez quoi pour discuter? Dans le site de Son Loulou, le Cameroun produit 14 000 gigas, c'est-à-dire 14 millions. On a un besoin de 8 000. Qu'est-ce qui empêche d'ouvrir ça? On n'a pas besoin d'ingénieurs pour ça. Le prix du courant qui était censé descendre à 35 francs est maintenant à 80 dans certains ménages parce que dès que tu tapes ton compteur, on te signale que tu as dépassé 100 watts. Il n'y a pas un monde où Dieu et le diable se battent. Ça n'existe pas. Ce sont les théories construites pour entretenir la locale spirituelle dans les cultures. Maintenant, chaque peuple peut faire sa religion. Donc, arrêtons de jouer avec le peuple camerounais. Dites à votre ministre, tout à fait. S'il menace encore les Camerounais, c'est lui qui veut la guerre civile. Donc, arrêtez de menacer les Camerounais. Et c'est la dernière fois que cela se passe dans ce pays. Le Cameroun fonctionne maintenant sur la force d'inertie. C'est-à-dire que c'est une gesticulation sans effet positif. Alors, un corps qui est en train de vouloir mourir. Voici un pays où 50 ans après l'indépendance, les gens n'ont pas d'eau dans les villes, alors que tout est eau. Même les rigoles ont l'eau. Le pays qui a le plus d'eau en Afrique centrale n'arrive pas à donner de l'eau, même pour laver les véhicules à ses citoyens. Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, éliminez le gouvernement. L'État est là pour la population. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non. On ne peut pas, parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Paul Biya aurait la chance, il a encore le temps de bien faire pour pouvoir dire aux ancêtres demain qu'il n'a pas trahi tous les Camerounais et tout le Cameroun. Pour notre part, voilà, nous disons avec le camarade Émile, nous... Paul Biya a trahi donc tous les Camerounais. La situation que nous vivons est parce que, je vous ai dit, il y a un autre élément où effectivement, le Cameroun est actuellement classé dernier ou le pays le plus mal gouverné. Nous allons y revenir. Mais c'était d'abord des éléments des Camerounais eux-mêmes lucides qui vous disent ce qu'est devenu notre pays. C'est invivable, c'est inconcevable. On va à reculons. Et le pire, c'est que dans ce marasme, on voit des bandits qui nous narquent, qui tuent, qui pillent, et qui même en prison continuent à faire des affaires à l'instar de Zomlo à Mokobelinga.